On peut peut-être commencer tranquillement avec la présentation, puis ensuite je vais vous donner la parole, là, mesdames. Bienvenue à toutes. Je pense qu'il y a une très, très grande majorité de femmes autour de la table aujourd'hui, donc je vais parler au féminin. Donc, bienvenue. Merci beaucoup là, d'être avec nous ce midi. Donc, pour cette deuxième conférence résonance là, de l'année. Je me présente, Elisabeth Godbout, je suis directrice scientifique par intérim du GEFAR qui organise là, ce cycle de conférences. Bonjour Julie. Le résonance, hein, ça signifie le caractère de ce qui se répercute dans l'esprit ou le cœur de quelqu'un. Donc, c'est un cycle de conférences qui est présenté tour à tour par nos membres, chercheurs et chercheuses du GEFAR et leurs partenaires de recherche. Au GEFAR, là, nos travaux se centrent sur l'étude des phénomènes ou des problèmes sociaux qui ont des impacts sur le bien-être et l'inclusion sociale des jeunes, des couples et des familles. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir pour la conférence intitulée Immigration et petite enfance, adapter nos pratiques pour mieux accompagner les familles, l'apport de la Trousse-Cœur. Donc, nos conférencières, Madame Lydia Émilie Akimba, qui est coordonnatrice du projet Immigration Petite Enfance Capitale Nationale. Et on accueille aussi Natalia, excuse-moi Natalia Varela Pulido, qui est chercheuse régulière au GEFAR et professeure agrégée à l'École de psychologie de l'Université Laval. Donc, merci à toutes les deux. Sans plus attendre, je vous laisse la parole. Ben, parfait, merci beaucoup Elisabeth pour la présentation. Bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être si nombreuses ce midi pour le partage. Voilà, ce sera vraiment plus en mode partage. Donc, comme Elisabeth l'a dit, je suis la coordonnatrice du projet Migration Petite Enfance Capitale Nationale, qui est un projet rattaché au Centre multiethnique de Québec parce que le Centre multiethnique de Québec est l'organisme fiduciaire, mais le projet est porté par les partenaires, on va le voir tout à l'heure, qui sont donc porteurs et à qui appartiennent le projet. Voilà, donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, bonjour. Et moi, je suis Natalia Varela Pulido. Je suis professeure à l'école de psychologie et je suis immigrante aussi et maman d'une petite enfant qui fréquente le service des gardes. Donc, quand ce projet a été conçu, et je pouvais pas me permettre de pas y être. Donc, c'est pour moi un défi académique, mais aussi un plaisir personnel de pouvoir aider et soutenir et dès l'académie, que toutes ces connaissances qu'on a à l'académie peuvent être au service des familles. Et alors, sans plus tarder, je vais vous partager donc notre présentation PowerPoint. Vous allez me dire peut-être par un petit signe de tête si vous voyez mon écran. Je vois qu'il est en train de charger. Vous voyez? Oui, parfait. Alors, comme l'a annoncé il y a quelques minutes Elisabeth, donc le titre de notre conférence, c'est Adapter nos pratiques pour mieux accompagner les familles. Puis, pour pouvoir faire le tour de ce titre, de cette thématique, on vous propose en fait de vous parler un peu plus du projet Immigration Petite Enfance Capitale Nationale et du dernier outil conçu par ce projet, qui est la Trousse-Cœur. Alors, nos présentations sont faites. C'est quoi le projet Immigration Petite Enfance Capitale Nationale? J'ai vu dans les noms qu'il y a certaines partenaires qui sont sur le projet, qui connaissent, mais pour vous donner un peu plus de contenu, donc on l'appelle le projet IPECN, hein, pour Immigration Petite Enfance Capitale Nationale. C'est un projet concerté avec une trentaine de partenaires intersectoriels, notamment des services de garde éducative de la petite enfance, des organismes communautaires. On a également des centres de services scolaires, mais aussi le milieu institutionnel et universitaire. Donc, Natalia, qui est avec moi aujourd'hui, est partenaire du projet et représente donc l'école de psychologie de l'Université Laval et le GFAR également. Et donc, le but du projet, par le biais de la présence de tous ces partenaires et de leur expertise, c'est vraiment d'adapter l'organisation des services et l'intervention aux besoins des familles immigrantes qui ont de jeunes enfants. Donc, on vise vraiment des familles qui ont des enfants de 0 à 5 ans principalement, mais bien sûr, on se rend bien compte hein, qu'à travers ces familles, on atteint aussi des enfants qui sont au-delà de 5 ans. Donc, le but, c'est vraiment, dans cette optique, de faciliter l'adaptation et l'intégration à la société québécoise de cette famille.
Et dans cette optique-là, on bénéficie vraiment de l'expertise d'une trentaine de partenaires intersectoriels, comme je le disais. Et le projet mise principalement sur le partage d'expertise, le transfert de connaissances et le renforcement des compétences des partenaires pour justement que ces partenaires soient mieux outillés pour l'accompagnement des familles. Alors, pour vous donner une idée un peu plus claire de comment fonctionne le projet, je me suis dit que ça pourrait valoir la peine de vous présenter très brièvement la structure de gouvernance. Donc, vous voyez peut-être un peu plus difficilement, mais là, on a l'organigramme du projet et le comité porteur, qui est juste ici au-dessus, représente le comité, l'ensemble de tous les partenaires du projet. Donc, on parle plus précisément de 33 partenaires et ces 33 partenaires sont les porteurs du projet, en ce sens que ce sont eux qui proposent les orientations et la planification finalement stratégique du projet au fil des années. Puis, ce travail d'orientation, de proposition est soutenu par le comité de gestion, donc qui est ici en gris à gauche, qui est en fait un comité de 6 à 7 partenaires qui a pour mandat d'approuver les décisions, les orientations qui sont prises par le comité porteur. Donc, c'est vraiment un comité décisionnel qui base ses décisions sur les préoccupations apportées par l'équipe de travail, mais d'abord et avant tout par les partenaires du projet. Et le travail du comité de gestion est soutenu par l'organisme fiduciaire, donc qui est le Centre multiethnique de Québec, qui est mandataire et qui a donc le rôle au niveau des ressources humaines. Il a une gestion de ressources humaines, mais gestion financière aussi de concert avec le comité de gestion. Et on voit ici donc qu'il y a des comités ponctuels qui peuvent être mis sur pied dépendamment donc des objectifs ou des outils qui sont ciblés. Il y a les ressources humaines, bien sûr, ici en vert, donc chargées de projet en ce moment qu'on a, puis moi à la coordination et donc les différents comités de travail. Donc voici très brièvement les organismes ou les entités qui sont présents au sein du comité de gestion du projet. Donc on parle de la table famille secteur ouest, donc ça c'est Sainte-Foy, c'est le Cap Rouge. Il y a la ville de Québec, il y a le regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches, il y a le Centre multiethnique de Québec en tant qu'organisme mandataire, la concertation Grandissant tous ensemble, la table 05 de Portneuf, qui est donc vraiment une représentation régionale. Et historiquement, on a aussi la présence d'un centre de services scolaires. Donc, on a en plein recrutement en ce moment d'un centre de services scolaires pour remplacer le centre de services scolaires de la capitale qui était avant sur le comité de gestion. Donc, voilà un peu pour l'organigramme du projet pour voilà, avoir une idée plus précise du fonctionnement. Alors, avant de vous parler davantage de la trousse-cœur, donc de l'outil qui a été développé par le projet, pour mieux comprendre les objectifs du projet, peut-être vous expliquer en fait comment est-ce qu'il débute avec sa première phase. Donc, entre 2016 et 2018, il y a une première phase de recherche qui a été menée à la suite de constats de plusieurs partenaires de la capitale nationale qui, en 2015, vont s'asseoir et vont constater que de plus en plus, il y a des familles issues d'immigration qui arrivent à Québec, qui arrivent dans la grande région de la capitale nationale, mais les organisations, les services ne sont pas nécessairement adaptés à leurs besoins. Donc, il va vraiment y avoir cette volonté d'adapter les pratiques, d'adapter les interventions aux réalités des familles issues de l'immigration pour améliorer l'accompagnement. Donc, basé sur ces constats, un premier volet de recherche va être mené pour aller documenter les réalités et les vécus des familles immigrantes qui ont des enfants de 0 à 5 ans. Il y avait pas mal de recherches qui avaient déjà été menées, notamment à Montréal, mais il y avait vraiment cette volonté des partenaires de faire ressortir des réalités propres à la capitale nationale, d'où l'idée d'aller vraiment documenter le vécu des familles et de documenter aussi les réalités et les défis rencontrés par les intervenants qui travaillent auprès de ces familles. Donc, c'est une phase de recherche qui va s'étendre sur une période de 2 ans, 2016 à 2018. Tantôt, j'enverrai le lien sur lequel vous pourrez aller consulter toutes les infolettres qui font un peu le récapitulatif de ce qui en ressort. Mais ce que je pourrais vous dire au niveau des constats généraux qui sont donc ressortis de cette recherche, c'est que au niveau des besoins nommés par les familles, il y avait vraiment des incompréhensions ou des besoins de mieux comprendre les pratiques parentales ici au Québec, telles qu'elles sont conçues dans la société québécoise. Il y avait des défis rencontrés aussi au niveau de la discipline du soin des enfants, des incompréhensions des parents venant des pratiques des intervenants et beaucoup de difficultés aussi en lien avec l'accès aux services. Au niveau des défis nommés par les intervenants, qui sont quelque peu similaires à ceux nommés par les familles, il y avait notamment des défis ou des incompréhensions en lien avec les rapports hommes-femmes auprès de certaines familles immigrantes, des incompréhensions aussi ou des défis
en lien avec la discipline, les rôles parentaux et l'éducation des enfants. Puis, fait assez intéressant, c'est que tout au long de cette recherche, on a pu faire ressortir que près de la moitié des acteurs se sentaient peu outillés ou pas outillés pour accompagner les familles. Et donc, on voit ici qu'à la question « Comment évaluez-vous vos connaissances en matière d'intervention interculturelle ?» c'est 43% qui disent les évaluer comme étant faibles et 3% qui disaient n'avoir aucune connaissance. Donc, on se retrouve vraiment à près de la moitié qui disaient vraiment ne pas se sentir suffisamment outils. De cette première phase, de cette documentation, va être mise sur pied la deuxième phase du projet qui va s'étendre de 2021 à 2024, qui va mettre sur pied l'actualisation des compétences interculturelles. À savoir, maintenant qu'on a pu documenter ces réalités, maintenant qu'on a documenté les défis autant auprès des partenaires que des familles, qu'est-ce qui peut être mis sur pied pour les accompagner? Et donc, 3 objectifs vont être déterminés par les partenaires à travers un plan d'action triennal qui va s'étendre de 2021 à 2024, qui aura donc pour objectif principal d'adapter l'organisation des services, comme je le disais, aux besoins des familles immigrantes qui ont des enfants de 0 à 5 ans. Ces 3 objectifs sont donc un objectif de soutien aux familles, donc mieux accompagner et soutenir les parents immigrants et les familles. 3 séances d'information ont notamment été développées sur la parentalité au Québec, sur la transition scolaire et les services de garde éducative. Ce sont des séances d'information qui sont disponibles pour tous les partenaires IPECN. Ce sont des séances d'information qui ont été montées aussi par certains partenaires IPECN qui avaient l'expertise et donc qui peuvent servir pour l'accompagnement des familles. Il y a un comité parent intervenant qui avait été mis sur pied, qui on espère qu'on pourra faire repartir. Dans le cadre de cette phase, le deuxième objectif, c'était de soutenir, et c'est toujours parce que c'est un objectif qui continue, les intervenants, les organisations, partenaires, en vue d'augmenter leur capacité à soutenir les familles. Donc, il y a une formation en actualisation des compétences interculturelles qui a été élaborée et plusieurs outils d'intervention qui peuvent être consultés sur notre site. Et le troisième objectif, c'est donc de favoriser la dynamique de concertation et favoriser le partage d'expertise et le co-développement. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce sur quoi le projet repose essentiellement. Et compte tenu de tous ces acquis, il y a vraiment une volonté en ce moment des partenaires de pérenniser tout ce qui a été fait jusqu'à présent, de consolider les actions. Donc, on est en pleine finalisation de la nouvelle planification stratégique qui devrait s'étendre sur une période triennale ou quinquennale, dépendamment de ce qui sera possible. Et l'idée étant de consolider tous ces acquis. Et c'est précisément dans le cadre de la pérennisation et au courant de l'année 2024, et par rapport à tout ce qui a été mené, qu'on a été contacté par le ministère de la Famille en 2024, dans l'optique donc de développer une trousse d'outils destinée aux services de garde éducatifs à l'enfance. Ce qui m'emmène donc à notre fameuse trousse cœur qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Alors, la trousse cœur, c'est en fait une initiative qui concrètement illustre le partage d'expertise et la co-construction des savoirs qui est prônée par IPECN, étant donné que c'est vraiment un outil qui a été fait par et pour les partenaires et les familles immigrantes, vous allez le voir. Alors, comme je vous disais, le ministère de la Famille donc, interpelle IPECN entre février et mars 2024 avec un objectif qui est proposé, un mandat qui est proposé au projet, à savoir élaborer des outils qui vont avoir pour objectif de soutenir le personnel de services de garde éducatifs à l'enfance dans l'accompagnement des familles issues d'immigration récemment arrivées. Et donc, le projet visait aussi en particulier des familles allophones. Vous allez voir que la trousse en ce moment n'existe qu'en français, mais avec la proactivité de Natalia, on aura peut-être l'opportunité de traduire ces outils le moment venu. Et donc, avant que je ne cède la parole à Natalia qui va vous parler davantage donc, du contenu de la trousse, parce que c'est une partenaire qui était impliquée au sein du comité de travail de l'élaboration, peut-être vous présenter brièvement les actions qui ont été menées pour la mise en œuvre de l'élaboration de cette trousse. Donc, au courant du mois d'octobre, on s'est donc dépêché d'embaucher une chargée de projet pour une période de 6 mois qui avait pour mandat donc, de faire le premier jet des outils et qui avait aussi pour mandat donc, de pouvoir veiller à la mobilisation du comité de travail autour de cette trousse. Toujours en octobre, donc, un comité de travail de certains partenaires
IPECN ayant des expertises variées va être mis sur pied. Donc, au sein du comité de travail, on retrouve notamment services de garde éducatif à l'enfance, les organismes communautaires et Université Laval. Je vais vous présenter les partenaires un peu plus loin pour vraiment mettre la lumière sur voilà, le beau travail qui a été accompli par nos partenaires. Et l'élaboration des outils ainsi que la révision va donc être faite entre novembre 2024 et avril 2025. Donc, on voit vraiment dans l'élaboration que c'est autant le comité de travail que l'équipe IPECN, mais aussi des collaborateurs externes et des parents qui ont été impliqués donc, dans la révision de cet outil. Donc, c'est vraiment le fruit d'un travail de collaboration et de co-construction. Et la révision finale a pu bénéficier du regard du comité de gestion IPECN notamment. Donc, pour que vous ayez une idée plus claire de la trousse, je cède la parole donc à Natalia qui va nous présenter quelques outils d'intérêt qui pourraient vous servir. Donc, bonjour. Je vais vous présenter un peu la trousse. C'est une trousse où on a plusieurs types d'outils. On a des fiches qui sont des fiches écrites et on a aussi des vidéos. Donc, quand on commençait à réfléchir sur la trousse, on se disait il y a des informations qu'on aimerait partager avec les intervenantes, donc les personnels éducateurs. Et vous pouvez voir, il y a différents types de thématiques qu'on pensait sont importantes pour une personne qui travaille au CPE ou des personnes qui gèrent les services des gares de savoir. Donc, le statut et catégories d'immigration et les défis liés au ce statut d'immigration, parce que chaque statut amène des défis différents. C'est quoi l'approche interculturelle et les besoins et les attentes des familles immigrantes? Et la communication interculturelle comme telle, et on travaille aussi avec un collègue de GEFAR, c'est Stéphanie Arsenault. Les pratiques porteuses pour les familles immigrantes en cas de signalement à la DPG parce que on sait que les familles immigrantes sont surreprésentées dans le système de protection. Donc, et le développement de l'enfant en contexte interculturel, que c'était les volets où j'ai travaillé un peu plus. Mais j'aimerais aussi souligner qu'on a eu l'appui de Georges Tarabulsi et de Krougev et des personnes qui travaillaient directement à la DPG qui nous ont aidés à réviser les fiches et l'information, donc pour voir et pour avoir une connaissance basée sur des données probantes, mais sensibles aux enjeux culturels. Et pour le personnel éducateur, on a aussi des capsules vidéo qui ont été faites pour mieux partager les expériences et les connaissances. Et on a aussi une partie dans la trousse pour les familles. Donc, on a des informations importantes sur l'intégration de l'enfant au service des gardes. C'est quoi comme famille immigrante qu'on pourrait demander, qu'on pourrait parler avec les éducatrices? C'est quoi l'hiver au Québec? On va vous donner aussi, je vais vous donner tantôt des exemples des fiches pour vous montrer un peu. Et oui, l'hiver au Québec, parce que on pense que c'est l'hiver, l'été, mais il y a un beau milieu entre l'hiver, l'été et des changements de garde-robe qui sont pas évidents pour tout le monde. Donc, est-ce que la vie des neiges, on commence à la porter en octobre, donc peut-être c'est trop chaud, mais donc comment on peut faire cette transition? La collaboration des parents et les personnels des milieux de garde, la DPG et l'alimentation aussi. Et on a des capsules vidéo aussi pour que l'information soit transmise plus pédagogiquement aux familles. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple. Dans cet exemple, vous pouvez voir dans l'écran et vous pouvez aller voir dans la trousse même. On a fait un beau tableau sur les différentes catégories d'immigration. Donc, parce que des fois, on utilise les nouveaux arrivants comme une catégorie homogène et c'est pas tout à fait le cas. On a des travailleurs qualifiés, des réfugiés, des étudiants internationaux, travailleurs temporaires, demandeurs d'asile. Et chaque catégorie a des caractéristiques différentes et qui sont liées aussi à l'accès des services. Donc,
c'est pas évident pour toutes les familles, c'est pas évident non plus pour les personnes qui prestent les services. Donc, on a décidé, c'est un des fiches qu'on a développées pour mieux visualiser les différences et les nuances principales entre chaque catégorie. Après, je voulais vous présenter la fiche pour laquelle j'ai travaillé le plus, que c'est je pense que c'est arrêté la présentation peut-être? Ah oui, il est là. C'est la fiche de développement de l'enfant dans des contextes multiculturels. Donc, c'est deux grosses fiches. C'était tout un enjeu de raccourcir toute l'information qu'on avait parce on voulait transmettre tout, mais il a fallu mettre les messages les plus essentiels. Donc, comme personne, comme chercheuse sur le développement de l'enfant dans des contextes à risque, on sait déjà que les premières années de vie, 0-5, sont des années cruciales pour le développement de l'enfant. Dans cette période, le développement de l'enfant se fait à tous les niveaux, neurologique, physiologique, langagier, cognitif, social, émotionnel. Mais lorsqu'on fait une migration, qu'est-ce qui passe avec ces enfants, avec ces familles? Donc, pour mieux comprendre ce développement, on a pris la théorie des systèmes développementaux, et que c'est une des théories que j'aime le plus parce que euh, enlève cette idée que le développement, c'est un processus linéaire ou fixe et ajoute cet concept de dynamisme, d'échange entre les caractéristiques de l'enfant et que ça serait comme l'ontosystème, le tempérament, la santé, la capacité d'apprentissage et les influences du contexte et de l'environnement. Donc, comme ça, on peut envoyer bien le message que c'est pas seulement l'enfant qui est influencé, mais c'est l'enfant aussi qui va influencer le milieu. Donc, c'est des échanges qui se font dans tous les niveaux. Donc, dès la naissance, cet enfant, qui est un acteur actif, et va influencer et va être influencé par son entourage. Donc, un exemple, c'est la qualité des soins et la sensibilité des adultes qui vont prendre soin de l'enfant. Peu importe si c'est la maman, papa, ben, les papas, maman sont très importantes, on sait que sont les figures principales, mais dans le cas d'une éducatrice, d'un service de garde, l'enfant va passer très longtemps avec ces personnes. Donc, on sait l'importance de cet microsystème qu'on appelle. Donc, ces interactions doivent être caractérisées par leur degré de prévisibilité, cohérence et affection pour garantir un épanouissement de l'enfant ouais, et qu'il va s'épanouir avec tout son potentiel. En continuant avec cette fiche, on a décidé de mettre un peu plus la lumière sur c'est quoi les impacts de la migration dans l'enfant et dans la famille. Donc, on sait que la migration a des impacts importants dans les interactions sociales, affectives et cognitives. On sait que les effets vont varier selon plusieurs facteurs. Et l'âge de l'enfant à l'arrivée, les conditions d'immigration, le soutien familial et social, les politiques d'accueil de la ville ou du pays où il arrive. Et on sait qu'ils vont être touchés dans différentes dimensions, comme par exemple l'attachement et la sécurité affective. Donc, lors d'une migration, il peut y avoir des séparations familiales. Donc, certains enfants sont des fois séparés de leurs parents ou des autres figures d'attachement, les grands-parents, les tantes, ce qui change la dynamique familiale. Donc, et on pourrait dire que c'est un facteur de risque, mais c'est pas per se un facteur de risque. Ça dépend de chaque famille, ça dépend de chaque trajectoire, mais il y a un changement qui va s'opérer dans les dynamiques familiales. Il y a aussi un facteur très important, très important, que je pense que c'est une des facteurs les plus qui vont influencer le plus, et c'est le stress parental. Les parents en situation d'immigration peuvent être soumis à stress économique, social, administratif et l'adaptation culturelle, quand on n'a pas un statut migratoire, donc l'incertitude. Et ça peut influencer la disponibilité des parents, la disponibilité émotionnelle des parents et leur sensibilité avec des répercussions sur l'attachement de l'enfant. Donc, la qualité des interactions peut changer. Donc, une immigration qui est bien accompagnée et soutenue
peut renforcer les liens parents-enfants, même s'il y a cet stress qui est là. Donc, les parents vont avoir des stratégies et des soutiens pour naviguer ces défis et maintenir une relation sensible et sécurisante avec leur enfant. Une autre dimension qu'on voit que ça affecte, c'est les langages. Donc, il y a des enfants qui parlent pas français, donc vont être exposés à différentes ou plusieurs langues dès un très, très jeune âge. Donc, ça peut être mais ça, c'est une atout cognitive à long terme. On est clair, les recherches est claire, mais ça représente aussi un défi. Donc, quand l'enfant comprend pas la langue, c'est un défi et ça le stresse. Donc, il faut savoir ça pour bien l'accompagner. Donc, ça qui peut être une force, au début, ça c'est un défi pour l'enfant. Donc, je vais aussi vous donner des exemples de ma vie personnelle. Donc, des fois, ma fille, Alicia, elle me dit, Maman, j'aimerais pouvoir dire tout ça que je pense à la garderie, mais j'arrive pas à m'exprimer. Et donc, j'ai essayé avec l'éducatrice à l'aider à s'exprimer en français. Pourtant, elle parle trois langues. Elle parle espagnol, la langue maternelle, allemand, la langue paternelle, et le français qu'elle apprend à la garderie. Mais je vois le stress de ma fille. Je vois comme ça l'angoisse de ne pas pouvoir s'exprimer. Et c'est important de reconnaître ça pour pouvoir aider l'enfant. Et on travaille avec l'éducatrice et les services de garde pour bien l'accompagner. Et donc, en parlant de la langue, des fois, il y a des délais apparents dans les langages, mais c'est pas forcément un délai au sens que si on fait une évaluation de la langue en français, ça se peut que l'enfant n'ait pas autant de vocabulaire comme on voudrait selon l'âge. Mais si on fait cette même thèse dans la langue maternelle, on pourrait voir que c'est pas un délai de langage, c'est plutôt une nouvelle langue qu'il a l'enfant d'apprendre. Donc, on essaye de voir, de bien évaluer le développement de l'enfant, si c'est vraiment un problème de développement langagier ou c'est plutôt que l'enfant est en train d'apprendre une nouvelle langue. Et ça, sont deux choses complètement différentes. Même si on ajoute le nombre de mots dans la langue maternelle et dans la langue en français, l'enfant a un vocabulaire un peu plus riche parce qu'il a plus de mots dans différentes langues. Donc, c'est important euh, avoir ça, d'être conscient de ça pour ne pas évaluer ou marquer un enfant avec un retard langagier quand c'est pas ça. Et ça a l'importance, on parle ici du soutien, donc des interactions riches avec les parents dans la langue maternelle. On avait aussi la croyance que pour que l'enfant apprenne bien le français, il fallait qu'il parle en français tout le monde le plus possible, à la garderie, à la maison, tout le monde. Et ce qui montre la recherche, c'est le contraire, c'est que si on apprend bien une langue, la langue maternelle, on apprend bien la structure, on apprend bien à parler, ça va être beaucoup plus facile d'apprendre une autre langue de la bonne façon. Et je vois bien, si je parle en français avec Alicia, comme vous pouvez remarquer, il va y avoir des erreurs que je fais. C'est pas ma langue maternelle. Et pourtant, j'essaie de me pratiquer et d'améliorer, mais c'est pas ma langue maternelle. Donc, des fois, je fais des erreurs à la prononciation aussi. Donc, c'est ça. On encourage les parents de parler la langue maternelle. Et dans les milieux de garde, c'est l'endroit parfait pour que les enfants soient exposés au français et ils commencent, au fur et à mesure, à apprendre le langage. Et comme je vous disais, une dernière dimension, c'est la régulation émotionnelle et le développement socio-affectif. Donc, quand il y a une migration et l'adaptation au nouvel environnement peuvent être stressantes pour toute la famille et pour les parents. Et si la famille et les parents vivent des stress, et les tout petites vont vivre cet stress aussi. Donc, garder une routine stable et des interactions réconfortantes avec les parents et où les éducatrices et les parents peuvent avoir une relation de confiance sont essentielles pour soutenir leur régulation émotionnelle. Hum, mais oui, merci, Emily. Donc, ça sont les ressources pour les éducatrices. Mais on se disait, il y a aussi des ressources pour les familles, pour les parents.
Donc, on a développé plusieurs fiches et on a développé aussi des vidéos. Donc, un des exemples des fiches dont je vais vous parler, c'est la fiche de comment habiller les enfants pendant l'hiver. Donc, les touques, les cache-cou, des choses qui sont très, très quotidiennes pour une Québécoise qui est née ici, qui sont comme des choses évidentes, mais que pour une personne qui vient d'un pays où il n'y a pas de saisons, oui, des hivers, automne, où le climat change jamais. Donc, c'est pas si évident comment habiller l'enfant. Donc, ça, c'est un exemple de fiche pour les parents. Et on a développé aussi une autre fiche. Et moi, je l'ai trouvé, c'est une des fiches que j'aime bien parce que c'est une fiche de comment on peut faciliter l'intégration des enfants dans les services de garde. Donc, si bien il y a tout un volet de connaissances qui appartiennent aux éducatrices, il y a aussi un volet de prise en charge, de prise en pouvoir pour les familles, de pouvoir exprimer ses émotions avec bienveillance et, entre la famille et aussi avec les éducatrices et les services de garde. Un exemple, c'est par exemple les différences culturelles par rapport à envoyer les enfants dans un service de garde. Il y a des pays où, moi, je m'inclus dans ça, où on n'envoie pas les enfants à la garderie avant des 3 ans. Donc, ça met en conflit des valeurs parce qu'on dit, bon, dans notre culture, c'est pas encouragé. On sent comme si on était une mauvaise mère, qu'on va laisser les enfants gardés par des autres personnes avant 3 ans. Donc, des fois, c'est une crainte qui est enracinée dans des pratiques culturelles. Donc, comment pouvoir parler de ça avec l'éducatrice, avec le milieu de garde, aide à enlever un poids, aide à mettre sur la table des craintes, des angoisses qui sont là, mais que des fois les parents n'osent pas parler. Donc, comment on peut préparer l'enfant à l'avance? Donc, lui parler la garderie, passer quelques jours à la garderie avant de rentrer, et comme ça rassure l'enfant de connaître les milieux avant d'y aller et les laisser. Parce que normalement, rappelez-vous, l'enfant ne parle pas français, normalement, mais dans plusieurs cas. Donc, imaginez-vous si vous arrivez à un nouveau milieu où vous ne connaissez pas tellement l'autre personne et en plus, vous comprenez rien de ce qu'il dit. Donc, ça peut être très, très, très stressant pour l'enfant. Donc, si on commence, fur et à mesure, à faire une intégration progressive, donc ça va rassurer l'enfant, ça va rassurer la famille et ça va faire une transition en douceur. Donc, comme on peut favoriser la communication dans la langue maternelle, donc on encourage les familles à continuer à parler la langue maternelle, comme créer des petits rituels de séparation où l'enfant peut se sentir en sécurité, peut savoir que c'est un petit moment c'est un moment dans la journée où on va être à la garderie et après on va se rencontrer. Donc, comme on encourage les familles à faire confiance à son enfant, à soi-même et à exprimer tout ça qu'ils sentent. Et je pourrais aussi vous donner quelques exemples. On parlait avec les éducatrices de pour les filles des éducatrices, de petites astuces pour faire sentir l'enfant chez lui. Donc, et des choses qui ont vraiment changé, et des situations comme par exemple des éducatrices très, très sensibles, merveilleuses, qui ont appris quelques mots dans la langue maternelle de l'enfant pour rassurer l'enfant. Donc, c'est pas une question que les éducatrices doivent parler la langue de l'enfant, pas du tout, parce que en fait, c'est dans les milieux, on priorise les Français qui peut aider l'enfant à apprendre le français, surtout les enfants allophones. Mais en parlant quelques mots, des mots essentiels, maman, papa, de l'eau, est-ce que tu as faim? L'enfant se sentait beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus cognitivement plus ouverte à apprendre le français parce qu'il était en sécurité. Donc, des petites pistes comme ça, des petits détails qu'on peut faire dans les garderies qui peut aider à l'adaptation. Avoir des livres dans des autres langues, par exemple, où l'enfant se sente accueilli, comme accepté dans leur culture, pour, au fur et à mesure, introduire les cultures québécoises dans laquelle l'enfant va vivre et va être.
Mais j'aimerais aussi vous laisser le temps pour s'il y a des questions. Donc, et, les institutions des partenaires, je pense qu'Émilie peut parler mieux des partenaires. Oui, tout à fait. Merci Natalia pour ce partage. Puis bien sûr, tout ce que Natalia vous a apporté aujourd'hui, vous pourrez retrouver hein, tous les éléments, toutes les fiches dans la trousse. On va vous partager le lien tout à l'heure. Puis j'en comprends qu'après la conférence, il vous restera peut-être 30 minutes pour votre dîner. Fait que vous pourrez prendre ces 30 minutes pour regarder les capsules vidéo si vous avez le goût. Alors, c'est l'occasion effectivement de remercier donc tous nos partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce beau travail. Donc, notamment Payo Studio, qui est en fait notre vidéaste, qui nous a permis d'avoir les capsules vidéo, qui a réalisé les capsules vidéo. Le Centre multiethnique de Québec, bien sûr. Je faire donc le centre de recherche via l'apport de Natalia. Accès Travail Port-Neuf, qui donc effectivement a contribué le regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches, le bureau coordonnateur des Hautes-Marées, le service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes de Québec, le CREGEF, donc le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a le logo de l'Université Laval. Et Natalia l'a mentionné tantôt, on a également pu bénéficier de la révision donc, de deux intervenants du CIUS au niveau des PJ qui ont donc pu regarder, revoir nos outils, apporter leurs commentaires. Et bien sûr, un merci particulier au ministère de la Famille qui a été notre partenaire financier à cet égard. Donc, on a eu l'autorisation dès le départ du ministère de la Famille que ces outils, bien que destinés dans un premier temps au service de garde éducatif, peuvent être utilisés par n'importe quel partenaire ou n'importe quel acteur qui accompagne des familles immigrantes et qui ressentirait le besoin d'avoir de tels outils. Donc, voici ce qui clôturerait notre présentation. On espère que vous avez pour nous des questions, des commentaires qui pourraient donc enrichir le contenu qu'on vous a présenté aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était fort intéressant. Donc, un superbe travail de concertation aussi en différents partenaires et un contenu de cette trousse là, qui est vraiment intéressant. Je me disais moi-même, ah tiens, ça, je vais utiliser ça pour mes cours. Donc, c'est très, très riche. Merci beaucoup pour tout ce magnifique travail. On a encore du temps pour des questions. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main et prendre la parole. Sinon, moi, j'aurais une petite question peut-être pour commencer là, la discussion. J'aimerais savoir quels sont les échos du terrain que vous avez eu par rapport à cette trousse. Est-ce que certains milieux se la sont déjà appropriés? Est-ce que vous avez eu quelques commentaires? Parce que je me disais, ben, c'est très, très riche, puis d'avoir tous ces éléments d'information, tu sais, qui s'adressent à différentes personnes aussi, tu sais, tant les éducateurs, éducatrices, mais aussi les parents. Donc, est-ce que vous avez quelques échos à nous partager là, de comment ça a été reçu? Oui, alors au niveau des échos, on sait déjà que les outils sur la DPJ, donc autant pour les intervenants que pour les familles, et ceux sur le développement de l'enfant en contexte interculturel, ont été vraiment commentés de très innovants et très, très utiles. C'est à date, font partie des outils définitivement les plus plébiscités et utilisés à tel point que on a même monté un atelier sur mesure pour les partenaires en lien avec la direction de la protection de la jeunesse notamment. Mais nos outils aussi sur les statuts immigration et l'habillement en hiver ne sont pas en reste. Donc, on commence tranquillement à avoir des échos. Ceci étant, il faut peut-être aussi noter que la trousse est en ligne, elle est diffusée depuis le mois de juillet. Donc, c'est Mhm. encore très tôt. On C'est est récent. vraiment. Exactement. Donc, on est encore en ce moment en diffusion et en vulgarisation de l'outil. On va réfléchir avec Natalia et d'autres partenaires à une autre activité de vulgarisation. Donc, ça reste prématuré pour l'instant en termes de rétroaction, mais on essaie de la partager le plus possible dans nos différentes activités et formations. Oui, puis on se sent privilégié d'avoir accès à ça aussi, alors que ça fait pas si longtemps que ça a été lancé. Il y a aussi une question là, dans le chat, donc de Luciana Mendez. Donc, merci pour la présentation. Je travaille comme infirmière holo-CIP avec des familles immigrantes. Avez-vous contacté nos gestionnaires pour présenter votre travail auprès de l'équipe CIP?
Alors, le CIUS est partenaire du projet IPECN. Bon, le CIUS, après, c'est une grosse machine. On a notamment, même tout récemment, Agerto. Donc, on n'a pas encore un lien direct depuis que la trousse est diffusée avec des gestionnaires en lien avec Holocip. Mais ça peut être une très belle occasion, Luciana, peut-être de nous mettre en lien. Ça va nous faire plaisir d'aller présenter l'outil, effectivement, si vous estimez que c'est pertinent. Tout à fait, vous pouvez même mettre l'information dans le chat et on, on fera Absolument, circuler. tout à fait. Puis moi, je vais envoyer le courriel auquel vous pouvez nous contacter pour de telles demandes. On aimerait aussi, j'aimerais ajouter qu'on aimerait aussi traduire les sous-titres dans des Mhm. autres, parce que on est conscient que toutes les familles ne parlent pas français. Donc, c'est ça, c'est un des projets qu'on aimerait continuer avec la trousse, l'avoir dans les principales langues autres que Mhm. français au Québec. Absolument. Donc, c'est ça, ça va continuer à se développer. Oh, Tamara, qui a une question. Oui, ben, d'abord, je suis ravie. J'avais des échos de corridor de Natalia de sous ce travail. Je vois l'ampleur, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est inspirant de voir là, que tous ces gens ont collaboré pour produire là, du matériel de cette nature. Mais j'avais une petite question parce que là, je me dis pour rejoindre aussi le personnel éducatif dans tous les milieux des services de garde, c'est d'une ampleur quand même imposante, là. On parle de beaucoup de petits milieux. Puis je me demandais comment ça se traduit, parce que là, on a du beau matériel, mais j'imagine qu'il y a un accompagnement parce que il peut y avoir, on sait que les gens, des fois, ils font une lecture d'un document qui est officiel ou puis qui présente un état des connaissances qui pour eux, ils peuvent avoir une certaine résistance. Si je prends l'exemple là, de l'idée, puis la façon dont tu l'expliques, Natalia, l'idée de maîtriser quelques mots dans la langue de l'enfant pour l'inviter puis le rendre plus ouvert à parler de l'autre langue, je peux imaginer que si on n'a pas toute l'explication puis toute la compréhension, ça peut être mal reçu, puis il y a certains qui disent, mais non, ça, c'est des idées de scientifiques, là, c'est dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, puis qu'il y a une résistance. Donc, je me demandais comment ça, comment vous traduisez ça, puis vous faites un accompagnement ou pour l'utilisation de la trousse, parce que ça doit pas être facile. J'imagine les capsules vidéo aident, mais est-ce qu'il y a des ateliers, des formations, des... Mm, tout à fait, oui. Merci beaucoup pour la question. Elle est très pertinente, Tamara, parce qu'effectivement, on vise vraiment, c'est une chose de proposer l'outil, c'est une chose de le rendre accessible, c'en est une autre de se l'approprier. Et c'est un élément qui a été très, comment dire, c'est une préoccupation qui a été majeure au sein du comité de gestion IPECN, à tel point que ce qui a déjà été proposé de façon préliminaire, et ça, il suffira de le mettre en branle, c'est de proposer dans l'idée que l'équipe IPECN proposerait en fait des webinaires ou en tout cas des formats asynchrones pour faciliter l'appropriation de l'outil. Donc, c'est en réflexion, en perspective, dans quelle mesure, à travers des webinaires ou en tout cas des contenus asynchrones, on pourrait en fait expliquer l'outil pour que ceux qui veulent aller plus loin ou qui auraient peut-être des incompréhensions, pour qui ce ne serait pas nécessairement clair, pourraient effectivement avoir ce contenu. Sinon, en ce moment, la façon dont on procède, on y va vraiment à travers nos activités, soit de diffusion ou des activités de formation et d'ateliers qu'on offre. Il y a, depuis que la trousse est diffusée, un moment qui est prévu pour l'explication des outils et l'appropriation des outils. Donc, on se sert vraiment en ce moment de nos activités courantes pour pouvoir permettre une explication plus approfondie de cet outil et répondre à des questions, des préoccupations s'il y en aurait. Les 6 premiers mois aussi de la diffusion, et donc si vous allez, quand vous irez sur le site, vous allez voir qu'il y a une section laissez vos commentaires, préoccupations, mais on atteint aussi l'activité de vulgarisation, on se donne vraiment un 6 mois minimum pour pouvoir recueillir aussi les commentaires des utilisateurs ou utilisatrices de la trousse pour que finalement, dans cette activité de vulgarisation, on puisse adresser certains de ces éléments. Donc, voici de part et d'autre des éléments auxquels on a pensé pour vraiment effectivement favoriser le plus possible l'appropriation de l'outil et qu'il serve pour ce pourquoi il a été conçu.
Oui, une question dans le chat qui rejoint un petit peu là, la question de Tamara. Donc, Mélanie Lavigne qui demande, avez-vous des formations à offrir au personnel éducateur afin de les amener à mieux connaître excusez-moi, j'ai perdu, les réalités culturelles des parents utilisateurs? Est-ce que ça fait partie des choses que vous offrez, ce genre de formation? Oui, alors le projet IPECN offre chaque année plusieurs dates de formation interculturelle à tous ses partenaires. Donc le calendrier pour l'année 2026 devrait être prêt sous peu. C'est une formation en fait générale qui, dans sa première partie, aborde notamment les parcours, statuts, catégories migratoires, le choc culturel, la diversité culturelle. Donc ce par quoi peuvent passer certaines familles immigrantes dans le processus et les impacts du parcours migratoire sur les dynamiques familiales et conjugales. Et il y a une deuxième partie qui est dédiée donc aux principes de base et à quelques stratégies d'intervention dans un contexte interculturel, en plus d'aborder la communication interculturelle et les enjeux en lien avec l'interprétariat. Donc à partir du moment où on est partenaire du projet, on peut s'inscrire aux dates proposées. Il y a également des ateliers thématiques qui ont été développés. Donc, je disais un sur la direction de protection de la jeunesse, et un autre sur les réalités des mamans enceintes à statut précaire. Donc, ce sont des ateliers qui sont proposés par nos partenaires et qui, donc, nos partenaires qui les offrent. Et on a également un atelier qui a été développé par le Centre de service scolaire des découvreurs qui porte sur les ressources existantes dans la capitale nationale. Je vois d'ailleurs notre partenaire Hector Contrera qui est connecté. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a cette chance à IPECN de bénéficier de l'expertise de ces différents partenaires pour pouvoir proposer des contenus qui peuvent être proposés régulièrement à des partenaires. Ça peut prendre aussi la forme de co-développement ou d'autres types d'activités. Je ne sais pas si ça répond à la Je pense question. que c'était très clair. Donc, si on veut en savoir plus, c'est d'aller visiter votre site Internet, là, IPECN. Exactement, tout D'accord. simplement, ou contacter le chargé de projet Gislain qui pourra, parce qu'on est en train de monter aussi la promotion de notre offre de formation sur mesure et l'accompagnement personnalisé qui fait partie des volets d'accompagnement pour les partenaires qui là peut être vraiment plus personnalisé, plus pointu et adapté aux réalités spécifiques d'un partenaire en particulier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Soyez pas timide, hein, aussi, vous pouvez ouvrir votre caméra, parler. On va vous accueillir avec joie. Donc, parfois, c'est plus discret le chat, mais n'hésitez pas à ouvrir votre caméra aussi. Donc, ou peut-être que parmi dans la salle des personnes qui ont utilisé la trousse puis qui aimeraient en parler. Donc, Puis pendant que les personnes se décident ou pas à prendre la parole, moi, je peux vraiment profiter de l'occasion pour oui, remercier encore Natalia pour toute la mobilisation et le travail de pont qui est fait finalement entre la recherche et le terrain pour IPECN et en particulier aussi pour la Trousse Cœur. Mais je veux également remercier nos partenaires qui sont là et en particulier le bureau coordonnateur des Hautes-Maries, donc Guylaine, Daphné, et le Centre multiethnique de Québec aussi que je vois à travers Kanita Gendrick et Hector Contrera aussi du Centre de service scolaire des découvreurs, qui sont des partenaires impliqués et qui font en sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on peut vous présenter est possible grâce à tous ces partenaires. Merci à toi aussi, Émilie. Pour moi, c'était un processus cathartique, on peut dire, même, euh, parce que oui, c'est pas évident. Et moi, j'essayais de me mettre dans les souliers des familles migrantes, parce que moi, j'ai eu une migration privilégiée. J'ai connaissé le Québec, j'ai fait mon étude ici, j'ai parlé la langue, et c'était quand même une expérience dure et stressante. Trouver un service de garde n'était pas facile. Donc, j'imaginais pas à quel point des familles qui parlent pas la langue, qui connaissaient pas le milieu, des familles, par exemple, des fois qui ne veulent même pas venir ici, mais qui ont été forcées à cause des crises et se trouvent dans cette situation avec des jeunes enfants. Comment est-ce que, oui, quand je me posais cette question, c'était un peu, ça m'a donné un peu ça m'encourageait à travailler pour eux. Ça m'a donné aussi la perspective d'être reconnaissante un peu de ma situation, mais ça mettait aussi les niveaux degrés, tous les degrés qu'il y a dans une expérience d'immigration. C'est pas la même trajectoire pour tout le monde.
Et des fois, je me questionne, Émilie, je me questionne parce que ici, on a une trousse pour des enfants des familles qui vont dans des services de garde. Mais il y a plusieurs familles qui vont même pas dans des services de garde parce qu'on passe cette information et là, moi, je pense qu'il faut vraiment reconnaître le travail de centres multiethniques parce qu'ils sont là pour soutenir les familles. Et c'est les centres multiethniques, des fois, les premiers centres des repérages que les familles vont venir chercher au Québec. Donc, c'est là où ils sont euh, informés par rapport aux pratiques, ils ont même des liens avec des CPE. Donc, comment on peut aider cette famille-là? Mais je pense qu'il il y a un travail énorme encore à faire dans ce sens, surtout parce que le Québec et le Canada accueillent énormément de familles immigrantes. Donc, et c'est quand même un endroit un peu négligé au sens de la recherche. Quand j'essayais de voir des recherches par rapport au développement des enfants 0,5, il n'y a pas beaucoup. L'enquête à la maternelle était toujours, il montrait un peu toujours les retards des enfants, mais moi, mon hypothèse, c'est que c'était plutôt l'outil qui était fait en français, mais ça ne donne pas un vrai portrait des enfants. Donc, je pense que ça, c'est une dette qu'on a mieux comprendre les situations et mieux comprendre les nuances des familles immigrantes au Québec et au Canada. Donc, c'est là où j'aimerais pouvoir, oui, dédier ma recherche et continuer à travailler avec les PCN et les centres multiethniques. Merci Nathalie. Puis on voit que c'est vraiment un projet qui vient du cœur là, en ce qui te concerne, puis qui résonne aussi avec ton expérience personnelle. Là. Donc, merci beaucoup. Oui, Émilie. Mais en parlant de cœur, justement, je tiens à mentionner que c'est Natalia qui a trouvé le nom cœur pour la trousse. Donc, collaboration, équité, ouverture et toute la suite de l'acronyme. Et ça faisait effectivement un très beau jeu de mots. On voit à quel point l'engagement est fort, autant du côté de Natalia que de tous les partenaires qui ont contribué au projet. Mais oui, je voulais mentionner que le nom venait d'elle. Mesdames, je vous remercie pour ce magnifique projet. Ça a été très intéressant de vous entendre ce midi. Vous avez énormément de beaux commentaires aussi dans le chat que je vous invite à lire. Donc, beaucoup de personnes qui vous félicitent. Donc, si... Ah, ben, y a-t-il d'autres questions? Ah non, Tamara, c'était une petite main d'applaudissement. Donc, ben, en fait, s'il n'y a pas d'autres questions, là, je nous laisserai là-dessus en vous remerciant encore une fois. Donc, et merci aussi pour votre attention, là, ceux et celles qui ont participé ce midi. Donc, point intéressant quand même que vous avez ajouté, là, Émilie. Donc, pour les personnes qui font partie d'un CPE, qui sont partie du regroupement des CPE, donc vous êtes automatiquement partenaire et avez accès là, aux formations, là, si j'ai bien compris. Tout à fait, Donc, exactement. c'est important, intéressant de le savoir. Donc, merci beaucoup et puis j'espère vous revoir là, pour une prochaine conférence Résonance. Donc, à bientôt tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bon appétit. Bye Merci. bye. Bravo. Merci, au revoir.